It's turning. Là, on va commencer à aller un peu dans le méta du délire des Youngtimer collection Future Collector. C'est le futur Youngtimer. Je suis assez persuadé, on en parlait tout à l'heure avec Thibaut, on pense que les voitures qui sont amenées aussi à prendre une certaine cote sont les véhicules premium, bien motorisés, bien équipés, entre 2005 et 2012, 2013. Les voitures qui ont jusqu'à une dizaine d'années à peu près. Ça, pour nous, ce sont des voitures qui sont amenées à prendre de la valeur. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit copain? Ouais, il y a un sweet spot, parce que le début des années 2000, c'est des années qui étaient un petit peu compliquées pour tout ce qui est investissement à cause de l'électronique. Tous les constructeurs ont commencé à blinder leurs bagnoles d'électronique, et donc entre 2000 et 2004, il y a eu une période où on a pas mal de soucis, mais comme le disait Timothée, à partir de 2005-2006, ça commence à se stabiliser, et de là jusqu'à 2010-2015, bon après on est dans le récent, mais voilà, ces voitures qui ont aujourd'hui 10-15 ans, elles sont super parce que la cote est arrivée bien bas, elles sont quasiment à leur plancher, et elles ne vont faire que stagner dans le pire des cas, ou voire même en reprendre un peu, mais, et c'est là qu'il y a un mais, c'est qu'il faut cibler des voitures intéressantes. Et quand on parle de voitures intéressantes, évidemment, privilégier des motorisations un peu sympas, par exemple de l'essence, voire des 6 cylindres, des configs un peu cool, avoir du cuir, une boîte auto, un toit ouvrant, toutes ces petites choses qui font que on passe d'un 4 cylindres diesel siège tissu sans aucun intérêt à une caisse 6 cylindres, un peu cool, avec un toit ouvrant, un truc qui a de la gueule. Et dès qu'une voiture a de la gueule, tout de suite, ça devient un potentiel collector. En fait, il faut cibler les voitures premium et les voitures qui, à l'époque de leur sortie, étaient des voitures un peu statutaires. Je prends pour exemple les Audi A4, A6, A8, les Mercedes Classe E, les BMW série 5, série 7 ou même série 6, qui sont des voitures qui, à l'époque où elles sont sorties, étaient vraiment la classe à Dallas, quoi. C'était la bagnole du mec qui avait de l'argent, du mec qui était en place. Aujourd'hui, ce sont des voitures qui sont très abordables. Une Classe E, de 2012-2013, avec un beau V6, avec une belle motorisation, une belle configuration. C'est une voiture qui va se négocier aux alentours des 18 000 €. Et je veux dire, à ce prix-là, vous en avez vraiment pour votre argent. Vous avez une berline ultra confortable, ultra équipée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on avait déjà tout le confort d'une voiture moderne avec des régulateurs adaptatifs, des sièges chauffants, des sièges ventilés, vision nocturne, des sonos de dingue. Et en plus, aujourd'hui, tous les équipementiers proposent du matériel pour ajouter le CarPlay, pour ajouter toutes les caméras nécessaires. Alors, sachant qu'elles en sont toutes beaucoup équipées, des caméras, vous avez déjà des caméras 360 dès cette époque-là. Donc voilà, là on commence à avoir des bagnoles qui sont hyper équipées. On n'est pas dans la nostalgie là, on est vraiment dans le fait de vouloir rentabiliser un maximum son argent en achetant une voiture le mieux équipée possible. Quand vous achetez une voiture de cette époque-là, et c'est tout l'intérêt d'acheter une voiture qui a une dizaine d'années, c'est qu'on est sensiblement sur les mêmes technologies que les voitures aujourd'hui, sans parler forcément des technologies extrêmes de conduite autonome, etc. Encore que, comme je vous dis, vous avez le régulateur adaptatif, le maintien de voie, tous les avertisseurs. Il y avait déjà les prémices de la conduite autonome. Les prémices de la conduite autonome et surtout du confort et de l'équipement. Donc en ça, c'est formidable. Vous pouvez avoir aujourd'hui, pour moins de 20 000 €, une voiture avec les sièges massants et avec une caméra 360. Ce qui est assez fabuleux. Donc là, encore une fois, on n'est pas dans la nostalgie, mais on est dans la recherche du confort au maximum et même du confort avec un moteur noble. Le tout à un prix défiant toute concurrence, parce que aujourd'hui, pour avoir cet équipement là dans une voiture, il va falloir vous orienter chez les constructeurs premium et sortir un gros billet, et je vous parle même pas des malus. C'est ça, comme on aime bien le dire souvent, il faut cibler des voitures qui étaient commandées neuves par des notaires ou des dentistes. En gros, il faut cibler des belles voitures bien configurées, avec une tonne d'options, donc évidemment qui étaient commandées neuves par des gens qui avaient les moyens, par exemple des professions libérales ou autres. Donc c'est notre petite blague, mais c'est vrai, c'était le cas la plupart du temps, donc voilà, la config hyper important. Une voiture, moi,
en laquelle je crois, mais à mort de chez à mort, c'est la Audi TT MK1 dans toutes les versions qui existent. Donc soit la 175 chevaux, soit la 225 chevaux quattro, soit même encore mieux la 3 litres de V6 et encore mieux la 3 litres de V6 boîte mécanique qui est très rare. Ce sont des autos géniales. Moi j'ai toujours adoré cette caisse, c'est la voiture qui m'a fait le plus fantasmer, qui nous a fait d'ailleurs beaucoup fantasmer à l'époque où on avait 18 ans. Et on en a tous les deux eu. Plus ou moins, on en a eu, on en a pas eu nous, mais on en avait dans nos entourages qu'on arrivait à taxer de temps en temps. Donc c'était effectivement assez cool. Mais c'est une voiture qui est génialissime à conduire, qui est petite, qui a une habitabilité étonnante par rapport à sa taille, parce que quand vous rabattez les sièges, elle a un haillon, et donc, alors on parle des versions coupées, hein, pas des versions roadster que je trouve déjà beaucoup moins jolies, et puis en plus de place, nettement moins intéressante. Mais il y avait l'intérieur baseball qui était un intérieur dans baseball certaines qui était cool. Magnifique, donc l'intérieur baseball c'était un intérieur cognac avec des grosses coutures qui malheureusement en cuir qui n'existait que sur les versions roadster, ce qui est dommage parce que je n'aime pas les roadsters mais j'adore l'intérieur baseball. Faudrait faire un swap de siège. Si quelqu'un a une TT MK1 coupée avec un intérieur baseball en V6 DSG, parce que moi je suis un papy, j'aime bien avoir des boîtes automatiques, faites-moi signe, je vous l'achète. Je suis prêt à mettre jusqu'à 2 millions d'euros. Voilà, je vous le dis. Donc TT MK1, je pense que c'est une très bonne valeur d'investissement parce que ça réunit toutes les conditions. Ce sont des voitures qui sont suffisamment modernes pour être utilisables au quotidien, pour pouvoir faire de la route confortablement et de manière agréable et en toute sécurité. Et en même temps, ce sont des voitures qui ont du caractère, qui ont une gueule qui est vraiment marquée dans leur époque. Très le turfu quand c'est sorti. C'était le turfu. Et du coup, comme toutes les caisses qui sont le turfu quand ça sort, aujourd'hui c'est le passé. Et ça lui donne un charme. Ouais, c'est ça. Donc très bonne valeur d'investissement. Et en plus de ça, comme moi et comme nous, je pense qu'il y a plein de gars qui rêvaient de cette voiture-là et qui un jour franchiront le cap de s'en payer une, ce qui, je l'espère, sera mon cas. Alors maintenant, dans les voitures un peu chelou, hein, parce que vraiment, ça peut être la rubrique des caisses chelous, les Saab. Les Saab, aujourd'hui, c'est une marque qui n'existe malheureusement plus, donc ça crée une rareté. Et du coup, c'est des voitures qui sont amenées à prendre de la valeur, d'autant plus que, et ça Thibaut nous en parlera encore mieux, c'est des voitures qui suscitent un vrai intérêt, qui ont une vraie communauté. Exactement. Moi j'ai eu la chance de naître quasiment dans une Saab 9000 parce que c'est la première voiture qui est... T'es né dans une voiture. C'est la voiture qui m'attendait devant la maternité. C'est pas du tout hygiénique. J'ai une photo de moi qui fait... je suis grand comme ça, j'ai un jour, je sors de la maternité, on me dépose dans une Saab 9000. Enfin bon, je suis pas là pour parler de moi, mais en gros, je pense que Saab, c'est des voitures qui ont vraiment marqué leur temps parce qu'elles ressemblaient à aucune autre. C'est hyper cool, c'est suédois. Et aujourd'hui, les Saab ont une vraie valeur auprès des collectionneurs d'automobiles. Je pense en particulier à la Saab 900. Dans ses premières versions, Saab 900 Turbo, Aero ou alors encore mieux les Saab Cabriolet. Je trouve qu'elles sont vraiment très cool. D'ailleurs on prêche un peu pour notre paroisse parce qu'on va en rentrer une bientôt à la vente, donc vous pourrez la regarder. Mais voilà, les Saab c'est vraiment une auto qu'on a tendance à oublier dans la collection mais qui est vraiment incontournable. C'est des voitures atypiques et donc forcément ça éveille un petit peu la curiosité des uns et des autres. Chez Porsche, on a les voitures dont vous avez parlé déjà l'année dernière, les 944 et 928, qui sont elles aussi des cotes montantes parce que, tout simplement pour une raison très évidente, c'est que Porsche est une marque extrêmement prisée et que ce sont les modèles les moins chers de la marque. Donc forcément, il y a tout un tas de gens qui rêvent de rouler en Porsche, qui n'ont pas les moyens de s'acheter soit un Boxster, soit une 911, et qui du coup se rabattent sur les 944 et les 928. Et quand je dis se rabattre, ça n'a rien de péjoratif parce que finalement, c'est des super voitures. Quand vous avez une 928, je veux dire, vous avez les prémices de la Panamera finalement, parce qu'il s'agit d'une GT 4 places avec un gros V8 en position avant, et c'est absolument génial à conduire. Ça a un charme fou, ça a une gueule complètement sortie de nulle part, l'intérieur est foutu de manière hyper étrange, mais du coup ça lui donne un charme et un charisme totalement dingue. Moi, c'est une voiture que j'aime beaucoup et sur laquelle je parie totalement en termes de cote. Alors, il y a une autre voiture dont je voudrais parler avec toi, qui est une voiture
En fait, c'est une catégorie de voitures plus. Ce sont des voitures qui maintiennent leur cote et qui prennent de la cote, non pas pour des questions de collection, de mecs qui vont les foutre sous atmosphère, etc. et les garder, mais qui en fait maintiennent leur cote juste pour leur qualité et le fait qu'aujourd'hui ce sont des voitures difficiles à trouver et que tout le monde se les arrache parce que tout le monde aimerait en avoir une pour l'utilité qu'elle a. Je pense au HDJ, au Land Cruiser, à toutes ces voitures de off-road, ces voitures baroudeurs, qui sont pas du tout des voitures de collection, mais qui sont des voitures qui s'arrachent aujourd'hui auprès de ceux qui les recherchent, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas mieux sur le marché. Ça fait 20 ans que ces voitures sont sorties, 30 pour certaines, et on ne trouve toujours pas mieux. Oui, il y a des statistiques qui ont montré que le Land Cruiser est la voiture qui décote le moins au monde avec le kilométrage. C'est-à-dire que peu importe son kilométrage, sa cote se maintient, même avec 200, 300, 400 000 km. C'est des voitures qui gardent une super bonne cote, alors que la plupart des autres voitures sur le marché, au-delà de 300 000 km, ça commence à être quasiment pour la poubelle. C'est ça, un Land Cruiser, ça vaut 35 000 euros. C'est pas ça vaut 35 000 euros à combien de kilomètres, ça vaut 35 000 euros. Non, ça dépend quelle génération, mais des voitures des années fin 90, début 2000, c'est des voitures qui, peu importe qu'elles aient 180 ou 450 000 km, ça vaut le même prix et ça ne bouge pas pour une raison très simple, il n'y a pas mieux. C'est fiable, c'est ultra robuste. C'est des voitures avec lesquelles vous pouvez faire le tour du monde tant par leur fiabilité que par les performances qu'elles apportent. Ça grimpe aux arbres, ça peut se mouvoir sur n'importe quel type de terrain, même des terrains extrêmement meubles. Ce sont des voitures qui sont très facilement adaptables, aménageables, améliorables pour faire toutes sortes de raids, d'aventures dans toutes sortes de terrains arides. Ce sont des voitures qui ne perdront jamais de valeur parce qu'il y aura toujours des gens qui en recherchent. Vous pouvez en avoir une avec un moteur cassé de plus de 600 000 km, c'est pas grave, elle trouvera preneur parce qu'il mettra un autre moteur dedans, il en fera quelque chose. Tout se change sur cette voiture et donc ce sont des voitures qui sont totalement immortelles et ça, il y a peu de voitures qui peuvent le dire. On va repartir un petit peu sur le premium et ensuite on va terminer avec le luxe. Moi, il y a une voiture à laquelle je crois à mort en termes de cote, c'est les S4 B8. Oui. Et RS4, bon les RS4 sont encore très chers aujourd'hui. Les S4 B8 c'est des super caisses. Moi j'ai toujours adoré, déjà je trouve qu'elles ont une gueule d'enfer. Avec les 4 pots à l'arrière et qui sont pas aussi bodybuildés que les RS4. Donc elles sont super. Vous avez un V6 de 333 chevaux. 333 francs 1000 CFA. Hein. Et vous avez un V6 de 333 chevaux qui est hyper sympa. Qui consomme, bon un petit peu, on va pas rentrer dans le truc, ça consomme. Je pense que ce sont des voitures qui sont amenées à prendre un peu de valeur parce que encore une fois, le prix de ces autos-là dans le neuf aujourd'hui n'a fait qu'augmenter et aujourd'hui une S4 c'est intouchable, enfin c'est ce que coûtait aujourd'hui le prix d'une S4 neuve, c'est le prix d'une Bentley neuve il y a 30 ans. Tu vois, aujourd'hui si vous êtes pas milliardaire mais que vous voulez vous faire plaisir dans une allemande qui a un peu de watts. Pareil, si on reste chez Audi, la S3 première génération en version 210 chevaux en phase 1 ou 225 en phase 2, encore mieux, donc pour reprendre un peu les moteurs qu'il y avait dans le TT. Ça, c'est des caisses super cool, c'est très fun à rouler, ça tient vachement bien la cote, ça tient le pavé, c'est trop cool. Ouais, absolument. Ça, c'est des très bonnes valeurs d'investissement. Et encore une fois, c'est un peu le même principe que ce qu'on avait dit avec les W124 et les E30. C'est que c'est des voitures qui ont été vachement salopées au fil des années par des mecs qui les achetaient pour en faire plus ou moins du tuning ou en faire à peu près n'importe quoi. Donc quand on en trouve un bel exemplaire avec un bel historique et dans un état d'origine et plutôt correct, et ben c'est des voitures qui peuvent valoir une certaine somme d'argent. Et on va terminer avec les voitures de luxe. Alors, j'en ai que deux sur lesquelles je voudrais m'attarder. Peut-être que toi, mon cher Thibaut, tu en as d'autres. Je voulais vous parler tout d'abord des Mercedes 190 SL. Alors, on n'est pas sur une petite bagnole pas chère. Hein. Très clairement, aujourd'hui, ce sont des voitures qui valent déjà une centaine de milliers d'euros. Mais je suis assez persuadé, et je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais je suis assez persuadé que ce sont des voitures qui vont prendre de la valeur. C'est absolument magnifique. Parce que ça ressemble à des 300 SL. Ça ressemble à des 300 SL, mais ça fait des années que ça ressemble à des 300 SL. Ça ressemble à des 300 SL et en même temps, c'est très sympa à rouler.
parce que c'est plus petit qu'une 300 SL, ça consomme moins, c'est moins compliqué à rouler. C'est un petit 4 cylindres, mais c'est vraiment sympa à rouler. Et je suis persuadé que ce sont des voitures qui vont prendre de la valeur. Et pourtant, vous savez, je vous l'avais déjà dit précédemment, je ne suis plus aussi convaincu que j'ai pu l'être par les voitures de collection à proprement parler. Je parie plus sur le Youngtimer. Si vous entendez ronfler, c'est Minimoot. Je suis plus sur le Youngtimer qui pour moi sera mieux garder une cote que des voitures de collection qui, comme je l'avais expliqué précédemment, les gens qui achètent des voitures achètent les voitures qu'ils ont connues étant petits, les voitures qui les ont fait rêver étant jeunes. Et bon, on va dire que ceux qui étaient jeunes au moment de la sortie de la 190 SL, bah, ils sont plus jeunes ils aujourd'hui. n'achètent plus beaucoup de voitures. Donc je parie un peu moins sur ces voitures-là. Mais je mets une exception à celle-ci, que je pense être une valeur d'investissement qui potentiellement, je pense, pourra prendre dans les années à venir des sommes folles dans les ventes aux enchères. Donc notez ça dans les archives de YouTube, quand on les verra se vendre à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire peut-être des millions chez Arcurial ou chez Bonhams. On pensera à toi. Et ben vous penserez à moi, et si vous avez fait de l'argent grâce à moi, vous m'enverrez un petit chèque. Et ensuite, comme autre voiture de voiture de luxe, que je pense être une cote montante, c'est très clairement la voiture que j'achèterais si j'avais les roupies pour le faire. C'est la Ferrari 360 Modena en boîte manuelle, surtout pas boîte F1. Souvenez-vous au début de la vidéo, j'ai dit que c'était de la merde, et ben 10 minutes plus tard, je le pense toujours. Mais c'est de la merde! Alors que la boîte manuelle est fabuleuse, eh bien je trouve que cette voiture, la 360, elle est un petit peu dans le creux de la vague en termes de cote. La 355... c'est trop tard, le creux de la vague, on l'a passé. Là. On l'a passé encore, ça je me souviens des époques où on trouvait des 360 Modena pour 45-50 000 euros. Oui, là, d'accord, effectivement. C'était il y a 10 ans. Mais c'est fini. Je pense Même encore. plus, je pense que c'est des voitures qui peuvent prochainement atteindre les 110, 120, 130, 140 000 euros. Oui, qui vont suivre les 355. Voilà, c'est des voitures aujourd'hui qui peuvent se toucher aux alentours des 80-90 000 euros et qui, je pense, vont continuer à grimper. C'est génial comme caisse, c'est une vraie Ferrari, une vraie de vraie. Ça a encore toute l'ADN de la marque. Ah, c'est un dinosaure parce qu'un V8 atmosphérique en position arrière avec une grille en H. Et une sonorité aussi libérée, eh bien, il n'y en a plus. Donc, je suis persuadé que ça va être une valeur montante. Et j'aime beaucoup la Ferrari F430, mais la 430, déjà en boîte méca, on est sur un autre truc. C'est beaucoup plus rare. Donc, je pense que comme la 355, la 360 en boîte mécanique va connaître un véritable essor. Voilà. Bon, voilà, vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu quand toutes ces voitures-là auront dépassé des sommes folles dans les ventes aux enchères. Faudra pas pleurnicher parce qu'on vous l'avait dit. On vous avait dit ce qu'il fallait acheter, mais vous nous avez pas écouté parce que comme tout le monde, vous nous prenez pour des abrutis. Donc voilà. Après, faut le dire, il y a un sentiment qui est extrêmement frustrant. C'est quand il y a une voiture, tu sais qu'elle va prendre de l'oseille, mais t'as pas les ronds pour l'acheter. C'est l'histoire de ma vie. Et t'es là, tu regardes la cote et tu vois la cote monter et tu fais ah putain, mais je sais qu'il faut en acheter une, mais je ne peux pas. Voilà. Et évidemment, c'est bien beau de donner des conseils. Et même quand on sait quelle voiture va monter, et il faut avoir la possibilité de les acheter. Et malheureusement, et puis on peut attends, pas tout acheter. Il suffit pas d'acheter la bonne voiture pour gagner de l'argent. On le sait tous, des voitures, c'est des aléas, c'est des pannes, c'est des frais d'entretien. Je veux dire, vous avez acheté la meilleure des Porsche 997, mais vous vous êtes tapé un moteur avec des cylindres rayés. Bon, bah votre investissement, il est foutu. Ouais, et puis même sans parler de cylindres rayés ou de casse-moteur, simplement sur 5 ans, sur 10 ans, même une voiture fiable, quand on fait la somme de tout ce qu'on a dépensé, on atteint vite 5 ou 10 000 euros. Donc même si la voiture a pris 10 000 euros, il est assez courant que la prise de valeur de la voiture, que sa plus-value finalement soit en partie, voire même totalement absorbée par les frais d'utilisation. Mais c'est pas grave, au moins vous aurez roulé gratuitement et c'est déjà super cool. En fait, ce qui est important, c'est de vous faire plaisir. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous l'achetez, il y aura quelqu'un d'autre pour le faire derrière vous. Donc arrêtez de trop penser au fait de ça va prendre de la valeur, telle config. Moi je peux plus voir les gens qui achètent des voitures noires, intérieur noir en se disant ça se revendra mieux. Non, faites-vous plaisir. Quand vous achetez une voiture, ne pensez pas à celui qui l'achètera après vous, mais pensez à vous ce que vous allez en faire et vous au plaisir que vous allez avoir de la posséder. Donc c'est ça
le plus important. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. On a un avis de professionnel de la vente automobile, on suit le marché assidûment, mais on n'est pas non plus Madame Irma, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas vous confirmer ou vous infirmer que telle ou telle voiture se vendra, c'est certain. On vous donne notre avis, on espère qu'il vous aidera, mais surtout, faites-vous plaisir quand vous achetez une voiture, parce que si on n'achète pas pour se faire plaisir, eh ben on achète chez Dacia. Et continuez à nous demander en commentaire ce qu'on pense des voitures que vous avez envie d'acheter. On trouve ça super cool et on adore vous conseiller. Donc même si on n'a pas toujours réponse à tout, c'est toujours sympa de nous poser la question. Toi, t'as pas réponse à tout? Si. Toi, t'as tout le temps réponse. C'est vrai, j'ai réponse à tout. Bon, allez, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.